Quelle est la différence fondamentale entre un actif et un passif? Ça a l'air d'une question de comptable un peu rébarbative, mais la réponse, d'après le livre Père riche, Père pauvre, pourrait bien être la clé qui ouvre la porte de la richesse, ou au contraire qui la maintient fermée. Pour notre discussion aujourd'hui, on se plonge dans la traduction française de ce best-seller mondial de Robert Kiyosaki. Et le concept de départ est fascinant. L'auteur a grandi avec deux figures paternelles. D'un côté, son père biologique, très instruit, haut fonctionnaire, mais toujours en difficulté financière. C'est le père pauvre. Et de l'autre, De l'autre, le père de son meilleur ami, un entrepreneur parti de rien, devenu un des hommes les plus riches d'Hawaï. Lui, c'est le père riche. Et notre objectif, c'est justement de décortiquer ça, de comprendre comment deux hommes brillants, travailleurs, peuvent avoir des philosophies sur l'argent si radicalement opposées. Il ne s'agit pas de juger, mais vraiment d'analyser les deux mentalités pour voir ce qu'on peut en tirer. C'est une vraie confrontation de vision du monde. Et ça commence très fort dès les conseils de base qu'on donne à un enfant. Le père pauvre, l'universitaire, disait « étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise ». Logique, c'est le conseil classique, plein de bon sens. Mais le père riche, lui, disait « étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise, à acheter ». Ah oui? En une phrase, tout est dit. Employé contre propriétaire. Exactement. Mais le point qui m'a vraiment interpellée, celui qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend, c'est la maison. Le père pauvre disait avec fierté « notre maison est notre plus grand actif ». Et le père riche, lui, affirme « ma maison est un passif et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté ». Et là, tout le monde s'arrête. Comment ça, un passif? Oui, pour des millions de gens, rembourser son crédit, c'est la base de la constitution d'un patrimoine. Alors, est-ce que le livre dit que c'est une erreur ? C'est une affirmation faite pour choquer, pour briser une croyance. La nuance, elle est dans la définition des mots. Pour le père riche, la définition est d'une simplicité presque brutale. Ça repose sur une seule chose, le flux de trésorerie, le cash flow. D'accord. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en retire. C'est tout. Donc une maison avec le crédit, les impôts, l'entretien. Elle ne fait que sortir de l'argent. Donc, selon cette logique implacable, c'est un passif. Je vois. L'idée n'est pas de dire n'achetez pas de maison, mais plutôt ne la considérez pas comme le cœur de votre stratégie financière. Tout à fait. Le père riche dirait « construisez d'abord votre colonne d'actifs, des choses qui génèrent des revenus, et ensuite, laissez ces actifs payer pour votre maison ». Le père pauvre, lui, fait l'inverse. Il achète la maison, augmente ses charges, et du coup, il est obligé de travailler encore plus dur. C'est la pierre angulaire de toute son éducation financière. Et cette éducation, elle commence très jeune, avec cette fameuse première leçon. Ne pas travailler pour l'argent. L'anecdote est géniale. À 9 ans, l'auteur et son ami Mike demandent au père riche de leur apprendre à gagner de l'argent. Et sa réponse, ce pas un cours théorique. Non, il les embauche dans une de ses supérettes pour 10 cents de l'heure. Le samedi, pendant 3 heures, à époustérer des boîtes de conserve. On imagine la scène. Au bout de quelques semaines, le jeune Robert est furieux. Exploité, sous-payé, il est prêt à démissionner. On se demande où est la leçon là, ça ressemble juste à de l'exploitation, non ? Oui, et c'est exactement ce que le père riche voulait provoquer. La frustration. Quand le gamin vient se plaindre, il lui dit « Voilà, tu commences à comprendre ». C'est ce que ressentent les adultes toute leur vie. La fameuse rat race. La foire d'empoigne, oui. Il explique que la vie des gens est gouvernée par deux émotions, la peur et la cupidité. La peur de manquer d'argent te pousse à accepter un job. Et dès que tu as la paye, la cupidité, le désir, te pousse à tout dépenser. Et le cycle recommence. Voilà. Le piège, ce n'est pas le salaire, c'est ce cycle émotionnel. En les payant une misère, il leur fait ressentir le piège à petite échelle. Pour qu'ils s'en immunisent, en quelque sorte. Précisément. Et l'étape suivante de la leçon est encore plus folle. Il leur dit « Maintenant, vous allez travailler gratuitement ». Ah, d'accord, là c'est... C'est pour forcer leur cerveau à sortir de la logique temps contre argent. En n'étant plus motivés par ces 10 cents, ils se mettent à observer, vraiment. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que le gérant jette les bandes dessinées invendues, après avoir renvoyé les couvertures. Alors ils négocient pour les récupérer. Ils ouvrent une bibliothèque de BD dans une cave, entrée 10 centimes. Et là, ils gagnent de l'argent sans être physiquement là. Les bandes dessinées travaillent pour eux. Ils viennent de créer leur tout premier actif. C'est un basculement mental complet. Ils ne sont plus des employés, mais des propriétaires d'un système. Voilà, la leçon, c'était pas sur les conserves, mais sur la capacité à voir les opportunités que les autres ne voient pas, parce qu'ils sont trop focalisés sur leur salaire. Ce qui m'étonne, c'est que le livre bascule très vite sur des aspects psychologiques, presque philosophiques.
Le père pauvre, l'intellectuel, parlait de cette légende japonaise sur les 3 pouvoirs. Oui, le sabre, le pouvoir des armes, Le joyau, le pouvoir de l'argent, et le miroir. Et le miroir, qui est le plus précieux des 3, parce qu'il symbolise la connaissance de soi. Le livre insiste énormément là-dessus. Le plus grand obstacle à la richesse, c'est pas le manque de connaissances techniques. C'est nous, nos émotions, la peur surtout. La peur de perdre de l'argent est si forte qu'elle paralyse. Et il y a cette histoire, assez glaçante, qui illustre que même gagner énormément d'argent ne protège de rien. En 1923, à l'hôtel Edgewater Beach à Chicago, Ah oui, la réunion des titans de l'industrie. exactement, Charles Schwab, Samuel Insull, des hommes qui dirigeaient les plus grandes entreprises du pays, qui brassaient des fortunes. Et 25 ans plus tard, le bilan est... Catastrophiques. C'est le mot. La plupart sont morts ruinés, en prison ou se sont suicidés. Comment c'est possible? Comment des gens au sommet de la pyramide peuvent tout perdre? C'est la question centrale. Et la réponse du livre, c'est que leur richesse était basée sur leurs revenus, leur salaire de PDG, même s'il était énorme. Ce n'était pas un système d'actifs qui travaillait pour eux. Exactement. Quand leur carrière s'est arrêtée, le flux d'argent s'est arrêté. Ils étaient peut-être des génies dans leur domaine, mais leur intelligence financière, la capacité à garder et faire fructifier l'argent, était fragile. C'est ça. Ils étaient le plus grand rouage de la machine, mais ils ne possédaient pas la machine. Et posséder la machine, ça nous amène au sujet qui fâche, les impôts. Ah oui. La vision du père riche là-dessus, elle est, disons, directe. Il considérait Robin des Bois comme un escroc. C'est pour le moins provocateur. L'idée que prendre aux riches pour donner aux pauvres aurait surtout pénalisé la classe moyenne. Comment il justifie ça alors? Ouais, par l'histoire. Le livre rappelle que l'impôt sur le revenu, à l'origine, devait être temporaire et ne visait que les plus riches. L'idée a été applaudie par les classes moyennes et pauvres. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Non, car l'appétit des gouvernements est devenu insatiable. L'impôt s'est étendu à tout le monde. Mais la vraie différence, c'est que les riches n'ont pas joué selon les mêmes règles. Ils ont utilisé les sociétés, les entreprises. C'est ça. Pour un individu, le schéma c'est on gagne de l'argent, l'État se sert et on dépense ce qui reste. Le schéma de l'employé. D'accord. Mais une société, c'est l'inverse. Elle gagne de l'argent, elle dépense tout ce qu'elle peut pour fonctionner, et ensuite elle paie des impôts sur ce qui reste, le bénéfice. Et beaucoup de dépenses peuvent devenir des frais d'entreprise. C'est décrit comme le plus grand secret légal des riches. Une voiture, un repas, un voyage peuvent devenir des dépenses payées avec de l'argent avant impôt. Pour un employé, c'est payé avec de l'argent après impôt. L'écart est colossal. Du coup, ça change complètement la perspective sur une carrière. Il y a cette autre histoire, celle d'une jeune journaliste de Singapour, très talentueuse, elle rêve d'écrire des best-sellers, mais ses romans ne se vendent pas. Et Kiyosaki lui donne un conseil qu'elle prend très mal. Il lui dit « Suivez des cours de vente ». Elle est outrée, elle a une maîtrise de littérature, elle est une pro de l'écriture, pourquoi irait-elle s'abaisser à devenir une vendeuse? Et cette réaction, c'est le cœur de la leçon suivante. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Le monde est rempli de gens brillants mais fauchés. Parce qu'ils sont hyper spécialisés dans un seul domaine. Tout à fait. La réussite financière vient souvent de la synergie de plusieurs compétences. Il y a plein d'auteurs qui écrivent mieux que les auteurs de best-sellers. Mais ces derniers maîtrisent la vente, le marketing, L'idée, ce n'est donc pas de chercher le meilleur salaire à court terme, mais le meilleur apprentissage à long terme. Voir chaque emploi comme une occasion d'ajouter une corde à son arc. La vente, la com, la négo. Accepter un job moins bien payé pour acquérir une de ces compétences, c'est un investissement en soi-même. Finalement, si on résume, l'éducation financière, c'est pas tant des maths complexes que Qu'un changement de perspective. c'est un changement de paradigme, oui. Redéfinir des mots simples comme actif et passif. Toujours se demander, est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça en retire? C'est chercher à posséder des systèmes et pas seulement à avoir un bon job dans un système. Absolument. Et ce basculement, il commence par les mots qu'on utilise avec soi-même. C'est peut-être la différence la plus profonde entre les deux pères. Le fameux « je ne peux pas me le permettre ». Exactement. La phrase du père pauvre. Une phrase qui ferme le cerveau. Le père riche, lui, interdisait cette phrase. Il forçait à se demander « comment puis-je me le permettre ?» Une affirmation qui arrête la pensée contre une question qui la lance. C'est ça. Et ça nous ramène à l'idée centrale. La richesse, c'est d'abord un état d'esprit. Le père pauvre disait « je ne serai jamais riche,
Et c'est devenu sa réalité. Le père riche, même fauché après un échec, se voyait toujours comme un homme riche. Il disait qu'il y a une différence entre être pauvre et être fauché. Être fauché est temporaire, être pauvre est éternel. Tout est dans l'identité qu'on choisit de s'attribuer. Ce qui suggère que notre réalité financière n'est souvent que le miroir des histoires qu'on se raconte. Alors, peut-être que la question à se poser n'est pas seulement comment gagner plus, ce serait plutôt quelle est cette petite phrase, cette idée que je me répète chaque jour et qui construit peut-être les murs de ma propre prison financière. Et par quelle question pourrais-je commencer à la remplacer dès aujourd'hui ?